Bonjour Henri de Borgard. Bonjour. Est-ce que vous partagez l'incompréhension de votre confrère Franck Alberti? Oui, oui, parce que ma cliente attendait pas grand-chose en fait de ce procès et que on a réussi à la décevoir quand même, puisque on a des peines qui sont pour l'une au moins très incohérentes. Avec les qualifications retenues, puisqu'on a une personne en définitive qui est retenue dans les liens de l'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme. On va revenir, si vous le voulez bien, on va voir un petit peu le tableau des peines. Alors, Oui. on va justement repréciser. On a des peines donc de façon générale inférieures à ce qui a été requis, et donc il y a également l'affaire des qualifications. Donc déjà, si on regarde, ce qu'on voit, c'est que toutes les peines, les peines infligées sont inférieures à ce qui ont été requises, y compris pour d'ailleurs Sofiane Mana. C'est 1 an qui avait été requis, 1 an de prison ferme, et c'est 1 an avec sursis, par exemple, qui a été décidé et prononcé par la cour d'assises de Paris. Donc déjà, infériorité au niveau des peines, et vous dites également qu'au niveau des motifs qui ont été retenus, la peine d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, en effet, a été écartée pour l'essentiel d'entre eux, puisque finalement une seule personne est reconnue coupable de ce chef, c'est la petite amie de Radouane Lagdim, contre laquelle avait été requis une peine d'11 ans de réclusion criminelle et qui finalement se voit condamnée à une peine de 5 ans de prison, dont 2 avec sursis probatoire, c'est-à-dire au final 3 ans ferme, ce qui, compte tenu de ce qu'elle a déjà purgé, ne la renvoie pas en réalité en détention provisoire. Et il y a là quelque chose de très incohérent, me semble-t-il, entre la qualification retenue, c'est-à-dire l'association de malfaiteurs en vue de commettre un acte de terrorisme dont on sait qu'il va aboutir à 4 morts et à des dizaines de blessés, et une peine à 3 ans de prison ferme. Il y a là quelque chose qui me paraît très incohérent. Question simple, est-ce que vous comptez faire appel ? En réalité, en matière criminelle, nous autres parties civiles n'avons pas réellement la possibilité de faire appel. C'est que le parquet général seul qui peut faire appel de ces décisions. Nous pourrions faire appel dans un deuxième temps sur les dommages et intérêts, si nous considérions que les dommages et intérêts qui étaient attribués aux parties civiles que nous représentons étaient insuffisants. Mais chacun comprend bien que c'est pas là l'enjeu. L'enjeu, c'est d'abord celui des qualifications pénales, c'est d'abord celui des peines, et là-dessus, seul le parquet général est souverain dans le choix de faire appel ou non. Est-ce que vous pensez que le parquet fera appel ? Est-ce que vous aimeriez que le parquet fasse appel ? Je pense qu'il serait souhaitable que le parquet fasse certains appels, c'est-à-dire que le parquet n'est pas obligé de faire un appel général. Je pense que le dossier a probablement été un peu pollué par un grand nombre d'accusés, dont certains avaient une place qui était peut-être moins justifiée que d'autres au sein de la cour d'assises. Par exemple ? Par exemple, je pense à Redel Yacoubi, par exemple, qui était le caïd de la cité, dont le raisonnement qui avait été suivi antérieurement consistait à dire que, en ayant permis à Radouane Lagdim de se livrer lui-même à un certain nombre de trafics, il aurait pu l'enrichir, ce qui lui aurait permis de faire l'acquisition du couteau notamment, ou des armes avec lesquelles il s'est livré finalement aux actes de terrorisme qui lui ont pas été reprochés, mais qu'il a commis. Bon, on comprend que le raisonnement était quand même un peu lointain. De la même manière, il y avait par exemple pour Sofiane Mana, contre lequel était requis 1 an de prison, des charges qui étaient assez faibles, pour ne pas dire parfois un peu friables. Est-ce que vous pensez que d'ailleurs le fait d'avoir mis ces personnes-là dans le procès a pu affaiblir justement affaiblir le procès et donner à conduire à ces peines inférieures à celles qui sont requises? Peut-être, et je crois que le parquet pourrait resserrer en quelque sorte les choses dans le cadre d'un appel et concentrer son appel sur ce qui, à mon sens, est le plus choquant, c'est-à-dire cette incohérence entre la qualification retenue et la peine infligée dans le cas de Marine Péquignot, la petite amie de Radouane Lagdim, et puis cet acquittement du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme au bénéfice de Samir Mana, lequel avait fait l'acquisition
l'acquisition avec Radouane Lagdim du couteau qui servira à égorger Arnaud Beltrame, une quinzaine de jours avant les faits. Et pour lui, le qualificatif d'association en vue de commettre des actes de terrorisme sont abandonnés également. Voilà. Ce qui suscite votre incompréhension, si je comprends bien. Exactement. Il y a, je salue d'ailleurs les internautes qui nous suivent en ce moment sur le site du Figaro, il y a un certain nombre de questions, je vous les partage. Nicole qui nous dit, décidément, les décisions de justice sont toujours surprenantes. À l'inverse, Claudius dit, je croyais que l'on n'avait pas le droit de critiquer une décision de justice. Alors d'abord, sous les réserves des droits de la défense, donc étant dans le plein exercice de défense de ma cliente, j'ai le droit de dire ce que je pense d'une décision de justice. Il s'agit en réalité d'éviter de jeter le discrédit. C'est une vieille infraction qui d'ailleurs n'a pas tellement trouvé ou ne trouve plus beaucoup à s'appliquer, du chef en particulier grâce à l'autorité qu'on reconnaît à la liberté d'expression et singulièrement à la liberté d'expression des avocats. Donc je ne me priverai pas de dire ce que je pense de celle-ci en particulier. Est-ce que... Aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez de ce procès ? Ce verdict ? Non, pas d'abord. Je retiens de ce procès plusieurs sensations. D'abord, la sensation d'un procès qui a été très fracturé, avec une première semaine tragique autour des attentats, autour des fonctionnaires de police qui sont venus expliquer, des supérieurs d'Arnaud Beltrame, de l'ensemble des victimes qui sont venus expliquer les préjudices qu'elles avaient subis, y compris ma cliente, et donc centré sur les faits de nature terroriste eux-mêmes. Et puis ensuite, 4 autres semaines dont il faut bien dire qu'ils ont été une plongée dans une forme de voyoucratie plus ou moins islamisée d'une cité de Carcassonne. La cité aux Anames. Exactement, la cité aux Anames. C'est d'ailleurs pas le plus petit et le moins inquiétant des symboles que de voir que tout ceci a pris naissance dans une cité qui porte le nom de Frédéric Ozanam. Mais voilà, et donc ça a donné Frédéric Ozanam, qui était l'un des grandes figures du catholicisme social et Exactement. Qui a rétabli et qui avait créé les conférences Saint-Vincent-de-Paul, qui ont été à l'origine de l'aide justement aux populations les plus pauvres. Exactement, et qui était professeur d'université par ailleurs et qui a mis une part importante de son existence à été de concilier la foi et la raison. Autant dire que là, on en était un peu loin. On en était un peu loin pour beaucoup d'entre eux. Alors voilà, c'est ce déséquilibre que je ressens, une forme d'inquiétude aussi, parce qu'il y a quand même un certain nombre de propos qui ont été tenus à cette audience qui ne sont pas de nature à nous rassurer. Par exemple, on avait un jeune accusé qui était là, qui était le seul qui comparaissait en récidive pour des faits de nature terroriste, ce qui est quand même pas banal au jeune âge qui était le sien, et qui expliquait que oui, il avait récidivé, il a été replongé dans le radicalisme islamiste parce que à ce moment-là, il était perdu, qu'il trouvait pas de boulot, etc. Et on en venait à se dire, on espère que ce garçon va trouver du boulot rapidement parce que sinon la société peut être inquiète. Voilà, il y a un certain nombre de propos comme ça qui n'ont pas été de nature à nous rassurer. Et puis il y a aussi ce déséquilibre que j'ai trouvé très gênant parce qu'il y avait un certain nombre d'accusés qui étaient libres. Et ces accusés libres, depuis qu'ils ont été mis dehors, bénéficient d'un certain nombre de dispositifs de prise en charge. Alors vous avez les dispositifs de lutte contre la radicalisation, très bien, mais vous avez la mission locale qui les aide à trouver un emploi, vous avez des psys qui les accompagnent, vous avez un certain nombre de dispositifs d'aide de la politique de la ville qui les financent pour qu'ils aient le permis, etc. Et nous avions des parties civiles qui venaient exposer à la cour d'assises qu'elles ne trouvaient pas les moyens de se faire suivre par des psys compétents. Ça, c'est absolument hallucinant quand on regarde effectivement les comptes rendus d'audience, en tout cas ceux de Margot Dademar. Encore une fois, le fonds d'indemnisation des victimes. Je dis encore une fois parce que ça a été le cas récemment lors de l'interview que nous avons fait du chauffeur de taxi de l'attentat de Strasbourg, qui avait été pris en otage par l'auteur de l'attentat du marché de Noël Strasbourg. Encore une fois, le fonds d'indemnisation des victimes est pointé du doigt et problématique. Quel est le problème Si vous voulez, c'est compliqué parce que on a un système qui est censé être favorable aux victimes, qui permet à ce fonds de se substituer aux auteurs pour régler un certain nombre d'indemnisations et de dommages et intérêts aux victimes. Sur le principe, évidemment, nul ne s'en désole et tout le monde s'en réjouit. Simplement, le problème, c'est que, évidemment, ce fonds, il a tendance à l'égard des victimes à faire en sorte qu'elles reprennent le plus rapidement possible le travail, qu'elles aillent mieux, en quelque sorte, le plus rapidement possible, et elles vivent souvent mal ces espèces d'injonctions
injonctions qui leur sont faites d'aller mieux vite, là où on a vu, en fait, ça sont des drames qui laissent des traces qui s'étendent sur de très très longues années. Moi, ma cliente, 6 ans après, elle est toujours en arrêt et elle est marquée à vie. Ce qui est frappant, c'est la situation de grande souffrance dans laquelle se trouvent les victimes. Elles sont complètement fracassées. Fracassées, en effet. Et il y a là, je vous dis, quelque chose qui est très perturbant, justement, dans ce déséquilibre entre la manière dont on prend en charge, sous prétexte de lutte contre la récidive, sous prétexte de nécessité de la réinsertion, tout ça est probablement très noble, mais dont on prend en charge des accusés libres ou des gens qui sortent de détention, et à l'inverse, la relative faiblesse des moyens qu'on consacre à la prise en charge psychologique, à la prise en charge post-traumatique des victimes. Et là, il y a une forme de malaise qui est née à l'audience. Voilà, c'est ça que je retiens. C'est aussi, bien sûr, puisque c'était le souhait de ma cliente pour des raisons que chacun peut comprendre, c'est aussi, bien sûr, l'occasion qui lui a été donnée à elle singulièrement, mais un peu plus largement à beaucoup, de rendre hommage à la figure d'Arnaud Beltrame, bien sûr, puisque, j'allais dire, il était lui aussi absent, évidemment, mais au cœur de ce procès, et que chacun comprend bien que ce qu'il est devenu, ce qu'il représente dorénavant, excède même ce qu'il était probablement, et qu'il y a autour de sa personne un symbole, le symbole d'un homme debout contre le terrorisme, qui est un symbole porteur pour le pays. On va revenir justement à la figure d'Arnaud Beltrame, s'il y a des questions en plus qui sont données sur le chat, et j'aimerais bien avoir votre point de vue. Je voudrais revenir quand même à d'autres points que l'on a vus pendant ce procès, en tous les cas quand on relit les comptes rendus d'audience. Est-ce que vous avez cru la mère et la sœur de Redouane Lagdim quand elles disent qu'elles n'ont pas perçu la radicalisation de leur fils et frère? Non. Non, parce que tous les autres, ou en tout cas l'immense majorité des autres personnes que nous avons entendues l'avaient perçu, parce qu'il ne s'en cachait pas, parce qu'il avait changé vestimentairement, physiquement, à tout point de vue, parce qu'il publiait sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde savait en réalité. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez frappant, qui est ressorti aussi nettement de ce procès, c'est que autant tous disent on n'imaginait pas qu'il allait passer à l'acte, autant lorsque l'information des attentats est devenue publique, tous immédiatement ont pensé à lui. Tous immédiatement ont pensé à lui, au point d'ailleurs que ses sœurs se soient rendues à Trèbes et commencé à se rendre à Trèbes avant même que son nom n'ait été rendu public. Et donc il y a eu une espèce de conviction. Pourtant, une de ses sœurs qui intervient a du mal à dit qu'elle n'avait pas perçu ça. Oui. Est-ce que vous croyez à la sincérité d'un autre accusé? Il s'appelle Sofiane Boudeba. Et alors lui était poursuivi notamment parce qu'il avait expliqué à Redouane Lagdim que, je cite, « Sous certaines conditions, on peut tuer les femmes, les enfants, un moine, un aveugle en raison de leur mécréance ». Là, à la barre, il dit qu'il demande de croire à sa sincérité et il ajoute, je cite, « Je pense aux victimes, aux blessés, j'ai beaucoup de pensées pour eux ». En fait, c'est difficile d'évaluer la sincérité de ces déclarations. C'est d'autant plus difficile dans son cas qu'il a été entendu à la barre, pour son malheur d'une certaine manière, immédiatement après Marine Péquignot, qui était sur une ligne très, très, très similaire. C'est-à-dire, j'ai changé, je ne suis plus la même personne, j'ai réfléchi, etc. Bon. Moi, je ne sonde pas les reins et les cœurs. Je dis simplement que dans... Mais est-ce que vous avez cru à leur sincérité? Dans le cas de Sofiane Boudebouza, je suis inquiet parce que il était en récidive, c'est lui dont je parlais tout à l'heure, et que à son jeune âge, il a 19 ou 20 ans, ça me paraît extrêmement préoccupant. À vrai dire, je n'y ai pas cru non plus pour Marine Péquignot. L'avenir dira ce qu'il faut en penser, mais j'ai trouvé en tout cas qu'il y avait une forme de facilité dans ce discours qui consiste à dire c'était ce que je pensais autrefois, j'ai changé, j'ai pas fait le lien avec ce qui s'est passé, tout ça était du virtuel pour moi, j'étais dans les réseaux sociaux, etc. Toutes choses qu'on a beaucoup entendues, qui me paraissait être une forme de déresponsabilisation assez préoccupante. Il y a un moment très fort dans ce procès, c'est le témoignage de Nicole Beltrame, sa mère, et ensuite de Damien Beltrame. Oui.
Oui, oui. Nicole Beltrame qui vient dans un témoignage très rapide, j'allais dire avec un débit extrêmement rapide. On sentait qu'elle était inquiète, mais qu'en même temps elle avait des choses à dire, qu'elle était inquiète évidemment, parce que quand on dépose devant une cour d'assises, c'est toujours un peu impressionnant, mais qu'elle avait beaucoup de choses à dire. Et elle vient dire en particulier qu'elle imagine parfaitement son fils, Arnaud, se dire il faut que j'y aille. Et puis elle élargit ensuite son propos en lui donnant une dimension presque politique, mais au sens noble du mot. Il va en falloir disant, se réveiller. et voilà, il faut se réveiller. Elle dit, et j'ai pensé à elle au moment du délibéré, la pauvre, elle dit il y en a assez du laxisme. Et évidemment, là aussi, je pense que je ne sais pas si elle attendait grand-chose de cette décision, mais si elle en attendait même peu de choses, je pense que la décision aura réussi à la décevoir de ce point de vue-là. Un autre fait marquant, c'était l'absence de Marielle Beltrame, l'épouse d'Arnaud, qui ne voulait pas revivre justement ces instants-là, et qui voulait pas non plus focaliser l'attention pour laisser justement l'attention aux autres victimes. Vous avez apprécié ce geste ? C'est ça. Alors ça m'a questionné au départ, et puis j'en ai parlé avec son conseil, qui en a parlé aussi lorsqu'il a eu l'occasion de plaider, pour expliquer à quel point, en réalité, ça ressemblait à ce qu'elle était, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement discret, de totalement altruiste, qui évidemment n'est pas sans faire écho au geste d'Arnaud, mais d'altruiste au point, en effet, d'avoir peur de prendre l'attention au détriment de ceux qui ont été meurtris dans leur chair, du fait des actes de terrorisme dont ils ont été victimes. Vous disiez que votre cliente, Julie Grand, alors c'est un nom d'emprunt, n'attendait pas grand-chose de ce procès. Qu'est-ce qu'elle a dit lors de ce procès ? Qu'a dit votre cliente à la barre ? Alors, elle a d'abord raconté quels avaient été, comment elle avait vécu ces instants, évidemment. Elle a raconté quelles avaient été les conséquences de tout cela pour elle, cette espèce de chute personnelle un peu vertigineuse, de la dépression, de la solitude, de l'impossibilité de prendre les transports, etc. Enfin, tout un tas de choses, toutes les conséquences dramatiques qu'on imagine. Elle n'a pas repris le travail. Ah non, elle n'a pas repris le travail, ça fait 6 ans qu'elle ne peut pas reprendre le travail jusqu'à ce jour. Donc elle a raconté tout ça, et puis ensuite elle a elle aussi souhaité parler d'Arnaud, parce qu'évidemment elle a avec lui une relation singulière qui s'est nouée en très très peu de temps, mais elle a souhaité dire ce qu'elle pensait de lui, et ce qu'elle pensait aussi du fait que pour elle, rendre hommage à Arnaud Beltrame, c'est aussi savoir dire ce que sont les valeurs qui forgent les hommes de cette trempe-là. Voilà, des valeurs d'honneur, d'altruisme, de service, des valeurs que l'époque aime parfois couvrir de ses ricanements, mais auxquelles elle croit fondamentalement, parce que après avoir appris à le connaître, j'allais dire même après son décès, puisque elle est allée rencontrer d'une certaine manière la foi là où Arnaud nourrissait la sienne, dans une abbaye du sud de la France. Elle a appris à le connaître, et elle a souhaité dire ce qu'elle pensait fondamentalement de ce qu'il était et de ce qui avait pu le mouvoir ce jour-là. Alors justement sur le sacrifice d'Arnaud Beltrame, parce que ça a été un des moments forts également de ce procès, on y est revenu. Un internaute dit mais sa hiérarchie l'a désavoué. Est-ce que ça a été le cas ? Alors ça n'a pas été le cas à la barre. Ses supérieurs qui sont venus à la barre ont tous dit son geste est un geste qui n'était pas prévu par les procédures et les protocoles de la gendarmerie. Pour autant, il a permis que la crise change de nature, puisque c'était plus une civile contre un terroriste, mais un soldat contre un terroriste. Et donc, ils ont tous dit, nous comprenons quel a été son geste, et aujourd'hui, nous le tenons comme l'immense majorité des Français, je crois, pour un héros. La famille d'Arnaud Beltrame voulait qu'on ne prenne pas le geste du colonel comme un geste de sacrifice, mais un geste de bravoure. Pourquoi ? Oui, parce qu'il était important pour eux, et je le comprends, qu'on comprenne que Arnaud Beltrame, précisément, ne s'est pas sacrifié, il ne s'est pas offert en victime à la place d'une autre victime, en réalité. Il est allé là-bas parce qu'il pensait qu'il avait évidemment beaucoup plus de chances que ma cliente de pouvoir faire quelque chose, et d'ailleurs,
il a fait quelque chose, il a tenté de désarmer le terroriste, et de ce point de vue-là, il est mort, et c'était important pour eux, je crois qu'on le dise, il est mort en combattant. Il est mort en combattant parce qu'on sait que dans ce huis clos, dans cette pièce aveugle, sur laquelle nous n'avons que des sons, il y a eu une lutte au terme de laquelle, lorsque le GIGN arrive, hélas tardivement, dans la pièce, Radouane Lagdim est déjà en très mauvais état, sinon mort, a priori pas encore, mais en tout cas déjà en très mauvais état, largement blessé, et il y a donc eu entre ces deux hommes dans cette pièce une lutte à mort. Il a fait son travail de soldat, et je crois qu'il était très important en effet pour sa famille d'entendre qu'Arnaud Beltrame était mort, et mort en combattant. Et c'est vrai que, pour reprendre le témoignage d'un des personnes qu'il avait bien connu, Benoît de Saint-Cernin, qui avait été sur ce plateau le jour de l'hommage national à Arnaud Beltrame, il disait c'est quelqu'un qui a essayé toujours de chercher comment aller jusqu'au bout des choses. C'était le témoignage qu'il y avait eu sur cette antenne. Et on sait que ses missions antérieurement avaient déjà montré qu'il avait ce caractère, en effet. Merci beaucoup, Maître Henri de Borgard. Les comptes rendus d'audience sont à retrouver sur le site du Figaro sous la plume de Margot Dadémar. Et on signale bien évidemment, et on l'a vu tout à l'heure, le livre de votre cliente Julie Grand. On rappelle, c'est un nom d'emprunt. Ma vie pour la sienne. C'est un témoignage très intense, très fort, un très bel hommage à Arnaud Beltrame. Et c'est aux éditions Artege. Merci beaucoup. Merci.